filandries, Chaumont, des jardins du cœur de Loire, parmi les plus remarquables au monde. Mais qu'en est-il de nos propres jardins, ceux de Monsieur Tout-le-Monde? Comment évoluent-ils? Prennent-ils en compte le dérèglement climatique, la sauvegarde de la biodiversité? Un nouveau regard existe, une approche différente. Nous voici à l'école des potagers en carré à la française, fondée par Anne-Marie il y a 8 ans. Les 3 élèves du jour découvrent la technique du mulching, ou comment broyer et utiliser le fruit de sa tonte. On va venir mettre les résidus verts devant la tondeuse au sol, en longueur. Il ne faut pas que ce soit trop épais, hein. Et puis, je vais vous montrer comment je fais. Et après, c'est vous qui faites. Ça marche, hein. Voilà. Ça sent un peu la lavande. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est ça. L'avantage, là, déjà, c'est que tout ce que les plantes ont puisé dans le sol pour pousser, eh bien, en mulchant, on va tout ramener dans le sol. Oui. Donc, on ne déstocke rien. Tout est réinjecté et le jardin vit en fait en cercle fermé. Je l'adore. Autre intérêt, cela évite aussi le ramassage et les allers-retours à la déchetterie. Vous voyez, c'est génial par rapport à la réduction du volume. Parce qu'on en avait quand même pas mal, hein. Ouais, c'est vrai que c'est impressionnant, ouais. L'entretien du sol, la clé d'un jardin équilibré. Il débute par le paillage régulier, à base de foin donc, et non de paille. L'inconvénient de la paille, c'est qu'elle est beaucoup trop riche en carbone, donc elle va provoquer des déséquilibres dans le sol. Et qui plus est, cette paille souvent provient de céréales qui ont été traitées. Donc ça veut dire que si on utilise de la paille, on réinjecte tout dans le sol de son jardin, ce qui est complètement absurde, quoi. Ce sont des choses que je pensais innées en moi, parce que mon papa fait beaucoup de jardinage. Et j'ai vu faire ça, mais en fait, je me suis aperçu en venant avec Anne-Marie, que beaucoup de choses étaient fausses. Et c'est pour ça que c'est très intéressant ce qu'elle nous enseigne. Parce que j'en apprends tous les jours, en fait. Autour des plantations, des corridors de biodiversité. Ce sont eux qui accueillent le microcosme indispensable à l'harmonie du potager. Donc, qu'y a-t-il là-dessous? Alors, bien sûr, des escargots. J'ai mis une vieille salade. L'idée, c'est on les rassemble dans un endroit et on leur donne à manger juste à côté de l'abri, de façon à ce qu'ils n'aillent pas dans le potager. Les escargots étaient mangés de l'intérieur par des larves de carabe ou de staphylin. Et si la coquille était cassée, ce qui arrive assez fréquemment, c'est parce qu'il y a des oiseaux qui se servent des tas de pierres, comme d'une enclume, pour casser la coquille et manger l'escargot. Donc on va garder ces petites coquilles d'escargot sur le sol, parce qu'on a par exemple des abeilles solitaires qui peuvent s'en servir pour pondre leurs œufs. Il faut savoir qu'il y a même certaines plantes qui vont appeler les fourmis, parce qu'en fait, elles peuvent aussi attaquer des insectes et donc devenir protectrices de la plante. C'est vraiment le cercle vertueux de la nature, hein. Voilà, chaque insecte a son prédateur et le milieu, du coup, se régule de lui-même. La confection d'abris variés est donc indispensable pour héberger l'ensemble de ces insectes. Donc là, on fait des bûches percées pour les abeilles solitaires, de façon à ce qu'elles puissent faire leur nid dans tous les petits trous qu'on a aménagés là, dans cette bûche. Et on va aller placer tout cela dans les corridors de biodiversité.
Aux abords de cet écosystème, l'incontournable pollinisateur, l'abeille et ses ruches Warée. Elles ne demandent quasiment aucune intervention de l'homme. Donc l'apiculture Warée, on n'ouvre jamais la ruche et c'est grâce à ces petites vitres que l'on sait ce qui se passe à l'intérieur. Donc pour être apiculteur en Warée, il faut d'abord apprendre comment vivent les abeilles. Chaque insecte a son rôle à jouer dans la nature. Et ça, je l'ai compris et je ne l'avais pas forcément compris avant. Effectivement, on écrase une araignée, on écrase ceci. En fait, non, maintenant, je les déplace ailleurs. On en avait l'impression que le jardinage, il fallait forcer les choses, il fallait pour être productif. Et là, c'est un renversement, c'est-à-dire qu'on respecte la nature. Le jardin est en quelque sorte intégré dans la nature, en fait. C'est là toute la philosophie de l'agroécologie. L'agroécologie, c'est vraiment un changement de paradigme parce qu'on se place du côté de la nature. Donc c'est une science qui étudie la nature et les solutions que la nature a trouvées. Et donc en effet, on ne retourne jamais le sol. Dans le milieu naturel, c'est la faune du sol qui va se charger de tout ce travail, les vers de terre, etc., etc. Tania est maraîchère d'origine franco-israélienne, installée dans le Sud-Berry depuis 15 ans. Ces 4 dernières années, elle s'est lancée dans la production de variétés locales oubliées, la tomate château de Chartres, le céleri violet de Touraine ou encore la chicorée frisée d'Olivet. On a pris l'habitude d'appeler ça des trésors, hein, parce que on a tout intérêt à cultiver quand même des choses qui sont adaptées au climat de la région centre, à la terre de la région centre. Autant écouter ce que la nature a prévu. Dans sa démarche d'agriculture biologique et paysanne, la jeune femme entend maintenir une part d'indépendance. On essaie de gagner petit à petit aussi en autonomie. Et lorsqu'on peut faire des graines, à partir de ces fruits et légumes, on essaie de refaire nos graines, ce qui est tout bénéfique pour nous et pour les plantes finalement. Elle prend soin tout autant de son meilleur allié, plutôt discret mais crucial, pour notamment aérer le sol de ses cultures. Les vers de terre, oui, ils jouent un rôle essentiel dans le sol. En fait, nous, on va essayer d'apporter un maximum de matière organique pour régénérer la terre. Mais c'est les petits vers de terre qui vont les décomposer, ils vont les manger. Et puis après, c'est leurs finalement déchets qui vont nourrir les plantes. C'est pas directement la matière organique. Donc on en a besoin et on cultive des vers de terre avant tout. Pour une terre fertile, la présence du ver de terre est requise à hauteur de 400 individus au mètre carré, soit 2 à 4 tonnes à l'hectare. Celui que l'on surnomme l'ingénieur de l'écosystème peut vivre jusqu'à 15 ans. Ça, on a trouvé. Ça ressemble à ça, ouais, le concombre palestinien. Ouais. C'est vraiment un délice. Du coup, le goût est concentré. Ouais, c'est pas amer, c'est sucré. Ouais. Tu les récoltes à quelle taille? Là, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Pas forcément plus gros. Ouais. Dans la région, 35 maraîchers comme Tania expérimentent cette démarche. Agathe les accompagne. Elle représente l'association qui recense et développe la biodiversité régionale. C'est vraiment pour garder une diversité génétique qui permet de s'adapter au changement climatique, d'avoir une certaine résilience. C'est aussi pour garder des goûts, des couleurs, pour avoir des variétés adaptées à leur environnement qui permettent une voie de diversification aux maraîchers. Elles ont une valeur économique dans le monde du tourisme, de la gastronomie. Cette diversité végétale se niche aux 4 coins de n'importe quel jardin. Certains s'évertuent à en découvrir les secrets. Connaissez-vous la barbane, les pierres des bois, l'angélique, l'ail des ours? Autant de plantes dites sauvages aux vertus insoupçonnées. C'est ce que fait découvrir Amandine aux visiteurs de ce jardin caché du Sud Touraine.
Ici, vous avez du lierre terrestre. On les reconnaît parce qu'elles ont une tige carrée, et elles sont à chaque fois avec 2 feuilles opposées, les fleurs donc bilabiées, qui sont utilisées aussi, qu'on peut mettre, soit on les fait sécher, on les met en infusion fraîche ou sèche, ou dans les gâteaux, ou sur les salades. Et les feuilles donc ont une petite odeur mentholée, terreuse. Donc je vous invite à en froisser une fleur. C'est très citronné. On les fait bouillir une décoction, on les laisse toute la nuit, on filtre le lendemain, vous avez un super savon. On peut faire un savon liquide, un shampoing, on peut faire pour la lessive. Et comme de nombreuses plantes, son utilisation est multiple. On peut les faire sécher et les utiliser toute l'année. Moi, j'ai un gros bocal dans lequel je fais sécher d'abord les feuilles que je récolte tout au long de l'année et que je mets dedans. Et en fait, je m'en sers pour remplacer le cube où on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans finalement. Et ben, en fait, je fais un bouillon sec. Donc après, je prends un peu d'une cuillère à café, je les mets dans le pot-au-feu, dans les soupes, dans les quiches pour aromatiser. Et du coup, ça coûte rien. On ne s'amuse pas à ramasser n'importe quoi, il faut être sûr de soi. Je trouve ça très instructif et intéressant et je pense que c'est intéressant aussi de le transmettre à d'autres personnes qui ne connaissent pas forcément cette spécificité. D'autres plantes, comme l'ortie, sont plus populaires, mais demeurent malgré tout méconnues. Les femelles, on peut les manger parce que les graines sont très riches aussi. On peut les conserver, les faire sécher. Les feuilles fraîches, elles ont une odeur de cassis. L'ortie se décline de 1000 façons. Pesto, taboulé, bière et même cordelette grâce à la résistance de ses fibres. Dans l'air du temps, on la retrouve désormais dans le commerce. À Biocoop, ils la vendent 73 € le kilo sèche. Alors que c'est marqué bio dessus, bon, encore heureux parce qu'elle pousse partout, elle est gratuite. Voilà, donc n'allez pas acheter ça, surtout qu'elle est bien meilleure fraîche. La découverte s'achève par une dégustation. Ah bah c'est bon, c'est super bon. Pétiole de barbane à la vinaigrette aux fleurs de moutarde et taboulé aux orties agrémentées. Il y a de la pimprenelle qui a le goût de concombre. Il y a de la mélisse et un tout petit peu de menthe. Mais encore tarte aux pommes à la berce commune, accompagnée d'un sirop cru aux fraises des bois. Ah bah c'est excellent, c'est vraiment étonnant de voir qu'avec des choses naturelles, on peut faire... c'est goûteux, quoi. Ça a vraiment du goût. On trouve des choses connues et en même temps un petit goût un petit peu étrange, mais très très agréable. Amandine a travaillé 15 ans pour la recherche pharmaceutique et agroalimentaire. Entre la culture familiale inculquée par ses grands-parents et son vécu en Afrique, elle a donné un nouveau sens à ses ambitions. C'est se reconnecter à la nature, réutiliser finalement, se réapproprier son environnement, ne plus voir que des friches et des mauvaises herbes, mais finalement des individus et ce qu'ils peuvent nous apporter. Elles sont là tout au long de l'année, elles nous apportent ce qu'il faut au bon moment. Et il y a énormément de propriétés nutritives et c'est vrai qu'on a énormément de choses à utiliser et une innovation en cuisine qui est extraordinaire. Bienvenue en Asie, hein. Vous êtes dans la zone asiatique. Cyril est le maître des lieux. Il a créé ce jardin écosystème, comme il le définit lui-même. C'est un morceau de nature hein, dont on n'est même pas propriétaire en fait, parce qu'on est que de passage ici. On est des locataires, on l'emprunte aux générations futures. Essayons de faire en sorte qu'on l'emprunte de la meilleure manière possible et qu'on transmette quelque chose de bien. Un autre regard à l'égard des jardins, plus sains et sereins.